Voilà, donc on va reprendre. Cet après-midi, nous avons donc une deuxième table ronde qui, elle, porte le titre de Régionalisation, fédéralisme, une autre gouvernance et perspective. Et j'appelle donc, pour me rejoindre ici, Guillaume Duval, Anne-Marie Kervern, Vincent Pérevert, Paul Molac et Jean-Luc Leven. Donc le premier qui va intervenir est Guillaume Duval, qui a eu la courtoisie de ne pas me dire ce qu'il allait dire. Mais malgré tout, comme j'ai lu son bouquin Made in Germany, je me suis dit, bon, il va sans doute, au-delà des aspects socio-économiques, des réformes Schröder-Hartz dont il parle dans son bouquin, et de leurs conséquences, il va vraisemblablement plutôt insister par rapport au sujet de notre après-midi et de notre journée tout entière, sur à la fois la combinatoire entre la culture de la cogestion, même si elle n'est pas généralisée dans toutes les entreprises, mais néanmoins cette culture de la cogestion a fini par infiltrer les pratiques, et puis l'organisation politique et territoriale allemande. Guillaume, il est 14h36 à la montre, tu as 20 minutes. Bonjour, et tout d'abord, merci à Robert Courant du TV de m'avoir invité, d'avoir associé Alternative économique à cet événement dans un moment critique à la fois pour la France et pour la Bretagne, et sur des sujets qui nous intéressent bien depuis fort longtemps. Donc effectivement, j'ai pu beaucoup parler dans ce contexte-là, et vraiment le fil directeur est tout à fait justifié là-dessus, du centralisme, l'égalité au fédéralisme solidaire. J'ai prévu de vous parler de l'Allemagne et du modèle allemand. C'est vrai que le modèle allemand, c'est une référence à laquelle on revient toujours en France très régulièrement. Ce qui est marrant, c'est qu'on verrait quand même sous des angles assez différents. Il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ont des cheveux blancs comme moi. Il y avait déjà eu une grande vague de modèle allemand à la fin des années 80. Quand on s'était mis à faire la désinflation pour copier les Allemands, etc. Mais à cette époque-là, la référence au modèle allemand, c'était plutôt l'antithèse du modèle anglo-saxon. Donc c'était l'époque où Chirac se prenait pour le Thatcher français, et puis en face, il y avait des gens qui disaient non, il ne faut pas faire comme les anglo-saxons, il faut faire comme les Allemands, il faut décentraliser, avoir davantage de pouvoir pour les salariés dans les entreprises, des négociations sociales, un financement de l'économie qui repose sur les banques, sur les actionnaires, les marchés financiers, etc. etc. Donc c'était la grande époque de Michel Albert, capitalisme contre capitalisme, qui disait ça. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, le modèle allemand revient beaucoup dans le débat, mais c'est sous un angle tout à fait différent. C'est-à-dire que c'est au nom du modèle allemand qu'on nous dit aujourd'hui il faut abaisser le coût du travail, il faut flexibiliser les marchés, il faut baisser les dépenses publiques, etc. Donc c'est au nom du modèle allemand qu'on nous dit aujourd'hui qu'il faut faire tout ce qu'on nous disait avant de faire au nom du modèle anglo-saxon. Bon, c'est vrai que c'est un peu difficile de nous demander aujourd'hui au nom des succès du modèle anglo-saxon. Donc on a trouvé un substitut qui vient des réformes Schröder. Alors je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus, mais je vais quand même vous en dire un mot parce que c'est important dans le débat, y compris aujourd'hui, autour de la situation économique et sociale en France. Donc c'est à cause des réformes Schröder du début des années 2000 qu'on nous dit aujourd'hui le modèle allemand finalement c'est comme le modèle anglo-saxon en gros. Et il faut faire pareil. Je crois que c'est une profonde incompréhension sur les raisons qui font que, incontestablement, et c'est vrai, l'économie allemande va moins mal que les autres. Je pense que c'est toujours Michel Albert qui a raison, mais c'est pas grâce aux réformes Schröder, c'est plutôt malgré les réformes Schröder. Quelques mots là-dessus. Donc les réformes Schröder, d'une part, c'est une démarche très française, très centraliste, étatiste, etc. Donc ça ne résulte pas du tout de négociation sociale, c'est une volonté étatiste de transformer la donne. C'est une volonté, notamment sur le plan des finances publiques, de mettre au pas les régions et les communes, enfin les Länder et les communes. Donc quand on dit qu'il y a eu beaucoup d'austérité budgétaire,
En Allemagne, dans cette période-là, ça consistait essentiellement à limiter les communes et les Länder, parce que, contrairement à ce qu'on pense, l'autonomie fiscale, enfin, il y a beaucoup d'autonomie du côté des dépenses dans les structures administratives en Allemagne. Ils peuvent faire assez largement ce qu'ils veulent du côté des dépenses, mais par contre, du côté des recettes, il y a une autonomie fiscale très limitée finalement. Et en fait, Schröder a suivi le modèle que Bercy va suivre aujourd'hui, c'est-à-dire imposer l'austérité d'abord et avant tout aux éléments du pas des strates de l'État. Donc Schröder, il a réussi ce miracle, et c'est pour ça que les gens de droite et tous les patrons l'aiment bien en Europe, de faire un pays qui était moins inégalitaire, où il y avait moins de pauvreté qu'en France, tant qu'il était géré par les conservateurs, un pays où il y a aujourd'hui plus de pauvreté et plus d'inégalité qu'en France. Il a réussi à faire aussi que ce soit un pays où il y ait moins de négociations sociales qu'avant, donc ces réformes elles-mêmes n'ont pas été négociées, contrairement à ce qu'on dit souvent. Et d'autre part, en Allemagne, du fait du développement des petits boulots qui s'est beaucoup accru avec les réformes qu'il a fait, il y a aujourd'hui plus que la moitié des salariés qui sont couverts par des conventions collectives. Donc ça ne marche pas comme en France, en Allemagne. Si on appartient à une entreprise dont le patron n'appartient pas à un syndicat patronal et ne signe pas une convention collective, c'est le Far West, on n'est couvert par rien. Donc aujourd'hui, du fait notamment des réformes Schröder et du développement des petits boulots qui sont liés à ça, il y a la moitié des salariés allemands qui ne sont pas couverts par des conventions collectives, dont notamment une grande partie de ceux qui travaillent dans un secteur qui affecte beaucoup la Bretagne actuellement, qui est celui des abattoirs et de l'agroalimentaire, où là c'est le Far West comme vous savez. Il n'a pas fait, enfin, au nom de la pression qu'il a exercée sur les dépenses publiques, il n'a pas réglé non plus un des problèmes centraux pour l'Allemagne, qui est celui de la démographie. Il n'a pas mis en place de crèches, il n'a pas mis en place de structures pour accueillir les enfants toute la journée, donc l'école s'arrête à 2h de l'après-midi en Allemagne, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'enfants, parce que les femmes veulent travailler, donc il n'y a plus de structures pour accueillir les enfants, et ils n'en font pas. Enfin, Schröder a aussi exercé, et ça a suivi depuis, une très forte pression sur les dépenses publiques en termes d'infrastructures. Alors, si vous voulez, l'Allemagne, c'est un pays qui dépense 2 fois moins que nous en termes de pourcentage public pour les infrastructures, pour les investissements publics, et c'est le seul pays de l'OCDE qui soit en état de désinvestissement public. C'est-à-dire que l'investissement public ne couvre pas l'usure des bâtiments publics et des infrastructures publiques depuis 15 ans maintenant. Alors, chez vous, il y a un certain nombre de ronds-points dont on aurait sans doute pu se passer, quelques hôtels de région qui auraient pu être un peu moins luxueux, mais c'était quand même pas un mauvais choix, je pense, forcément, d'investir plus dans les infrastructures publiques. Bon, l'Allemagne, c'est pas un pays qui est en ville, mais ça commence à se voir, et ça commence à avoir des effets négatifs. Donc tout le monde est d'accord en Allemagne aujourd'hui, par exemple, pour dire qu'il faut investir plus dans l'investissement public. On a des problèmes d'infrastructure. Donc sous tous ces angles-là, je pense que Schröder a très mal préparé l'avenir de l'Allemagne. C'est vrai que les Allemands s'en sortent moins mal que nous, mais je pense qu'ils en sortent moins mal que nous pour d'autres raisons. La première raison qui a eu son importance avant la crise, c'est la démographie. Donc l'Allemagne a tiré profit du fait qu'ils n'aient pas d'enfants. Les Français considèrent en général que c'est vachement bien qu'on ait plein d'enfants, plein de jeunes et tout. C'est vrai que ce sera peut-être bien dans le futur, et encore, c'est pas tout à fait automatique. Mais dans les médias, ça coûte très cher. Et quand on a des gamins, il faut les nourrir, il faut les loger, il faut leur payer des vêtements de marque souvent, il faut leur payer des téléphones portables, il faut des écoles, il faut de la santé, etc. Donc quand on n'a pas de gamins, ça fait plein de dépenses privées et publiques qu'on peut économiser, et surtout ça a eu un impact majeur sur les prix de l'immobilier qui n'ont pas bougé en Allemagne depuis 15 ans, alors qu'ils ont été multipliés par 2,5 chez nous. Et ça fait un gros écart. Je pense que c'est beaucoup plus ça que le reste qui explique la stabilité des salaires. C'est que quand on n'a pas de gamins à nourrir et que le prix du logement n'augmente pas, on peut supporter une austérité salariale prolongée sans trop de difficultés. Et donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'Allemagne a bénéficié à fond de sa spécialisation dans des trucs que les pays émergents demandent, des machines essentiellement et des grosses voitures. Donc l'Allemagne est très spécialisée pour les machines. Je pense que même dans l'agroalimentaire, par exemple, où on est assez fort en France, on utilise beaucoup des machines allemandes, des choses comme ça. Donc quand les pays émergents, la Chine en particulier, sont bien s'industrialiser, c'est partout des machines allemandes qui sont installées. Et quand
il y a commencé à y avoir quelques riches dans les pays émergents, et notamment en Chine. C'est des BMW, des Mercedes et des Audi qui sont achetés par des Renault et des Citroën. Et enfin, la dernière chose dont a bénéficié l'Allemagne, c'est la réunification à la chute du mur. Et ça a permis effectivement, c'est une partie du problème aujourd'hui, à l'Allemagne de mettre la main, à l'industrie allemande de mettre la main sur l'industrie des pays d'Europe centrale, ce qui fait un avantage compétitif majeur, parce que, si vous voulez, avant la crise, le pays à bas coût qui livrait l'Allemagne en sous-traitance, l'industrie allemande en sous-traitance, c'était la France. Après la crise, c'est la Pologne. Simplement, il y a encore aujourd'hui, après la chute du mur, c'est la Pologne. Simplement, il y a encore aujourd'hui un écart de 1 à 5 entre le coût du travail entre la Pologne et la France, et donc ça fait un avantage décisif pour l'Allemagne. Donc c'est plus ces raisons-là qui, je crois, expliquent les succès allemands que les réformes Schröder, qui, à mon avis, ont plutôt affaibli le pays. Mais parmi les raisons moins conjoncturelles qui expliquent évidemment les réformes Schröder, les succès allemands, il y a évidemment la décentralisation, le fait que la structure du pays soit très différente. Bon, je pense que vous en connaissez. Ce qui rend difficile de copier l'Allemagne sur ce plan-là, c'est que ça résulte d'une histoire très longue. Donc, en gros, l'histoire de l'Allemagne, c'est les 1000 dernières années en Allemagne, c'est 1000 ans de décentralisation et 40 ans de centralisation entre 1871 et 1914, en gros. Alors que nous, c'est 1000 ans de centralisation et 40 ans de tentatives de décentralisation depuis ces dernières années. Donc ça fait une grosse différence. L'Allemagne, c'est un pays donc, qui est né, vous le savez sans doute, en 1871 dans la Galerie des Glaces à Versailles, sur les décombres des fêtes françaises à l'époque. Donc c'est le dernier pays qui soit, enfin, l'Europe de l'Ouest, en tout cas, 10 ans après l'Italie. C'est un pays aussi qui est très dense, enfin, plus densément peuplé que nous. Hein, donc maintenant, c'est l'inverse en termes de dynamique démographique, je l'ai déjà souligné, mais ça a été pendant très longtemps un pays avec une démographie très dynamique, et ça se traduit par le fait que c'est un pays très densément peuplé. Donc 230 habitants au kilomètre carré contre 114 en France. C'est un des pays les plus densément peuplés en Europe. Alors, il y a plus de monde dans les Pays-Bas, etc. Et parmi les grands pays, il n'y a que le Royaume-Uni qui soit un tout petit peu plus densément peuplé. Ça se traduit par le fait que sur les 16 Länder allemands, donc les régions allemandes, il y en a 2 seulement qui ont moins de 100 habitants au kilomètre carré. C'est la région de Brandebourg, c'est celle qui est autour de Berlin, c'est les régions de l'Est. Brandebourg autour de Berlin, c'est une région dont vient Mme Merkel, et Mecklenburg, donc qui est au bord de la mer du Nord. En France, sur les 22 régions métropolitaines, il y en a 13 qui ont moins de 100 habitants au kilomètre carré. Donc la majorité des régions est très peu peuplée en France. Donc c'est un des effets négatifs de la centralisation et de l'attirance qu'a exercé Paris en termes démographiques aussi pendant très longtemps. Bon, ce n'est pas le cas de la Bretagne. La Bretagne est à 117 habitants au kilomètre carré, donc vous êtes au-dessus de la moyenne française, mais c'est une grosse différence. Ça se traduit aussi par le même type de différence, enfin même plus impressionnant au niveau des villes. L'Allemagne, c'est un pays où il y a 80 villes de plus de 100 000 habitants, contre 40 en France, et 14 villes de plus de 500 000 habitants, contre 4 en France. Donc ça veut dire que l'Allemagne, c'est un pays sur le territoire duquel, parce qu'il n'a pas été déformé par l'aspect France, etc., par l'aspect Paris, l'attirance de Paris, etc., où sur tout le territoire, vous avez à la fois une population assez dense, donc des universités, donc des industries, donc des sous-traitants, donc des activités de services, etc. C'est un territoire sur lequel on peut investir et développer une activité économique partout. Ça se traduit par le fait qu'il y a très peu d'écart de richesse au niveau de la production entre les différentes parties du territoire allemand. Si on prend les régions allemandes, si vous voulez, l'écart entre la plus riche c'est celle de la Hesse, autour de Francfort. Donc, Francfort, c'est la City de l'Allemagne, c'est là où il y a la BCE, la Deutsche Bank, etc. C'est donc la région la plus riche de l'Allemagne, et le Brandebourg, celle qui est autour de Berlin sans Berlin, c'est la plus pauvre, et l'écart là est de 1,8 en termes de PIB par habitant, donc de richesse produite par habitant. Si on prend que les régions de l'Ouest, c'était 1,4. Donc, du fait de la réunification de la chute du mur, l'Allemagne est devenue un pays plus inégalitaire et plus déséquilibré qu'il ne l'était avant.
Mais ceci dit, ça reste un pays, même après la chute du mur, moins déséquilibré que la France, parce que le ratio équivalent en France, c'est entre l'Île-de-France et la Picardie, ça fait un ratio de 2,1 en termes de PIB par habitant. Et si on prend par rapport à la moyenne du pays, donc la S, je vous ai dit la région de Francfort qui est la plus riche, le PIB par habitant, c'est 1,2 fois la moyenne du pays. En France, l'Île-de-France, c'est la région la plus riche, mais par rapport à la moyenne du pays, c'est 1,6 fois. Donc c'est un pays qui, malgré la réunification, donc les Allemands ont l'habitude de se plaindre beaucoup du fait que la réunification, ça a coûté cher, ça a déséquilibré le pays, etc. Malgré ça, c'est un pays qui reste moins déséquilibré, nettement moins déséquilibré que la France, du fait des dégâts de la centralisation. C'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est un pays, et c'est tout à fait dans le débat actuel, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est un pays où il y a moins de dépenses publiques qu'en France. Parce que en France, donc il y a 11 points globalement de moins de dépenses publiques. Il y a des tas de raisons, en termes de défense, ils dépensent moins que nous, mais bon, pour des raisons historiquement compréhensibles. En termes d'éducation aussi, ils dépensent un point de PIB de moins que nous. Ils entassent moins de gamins dans leur classe, ils payent mieux leurs profs, mais comme il n'y a pas de gamins, ça coûte pas cher. Bon, il y a beaucoup de raisons, mais il y a quand même une raison, je pense, qui joue un rôle majeur par rapport à la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est que la France, déséquilibrée par toutes ces années de centralisation, ne peut tenir ensemble qu'avec un niveau de dépenses publiques élevé qui compense en partie les écarts très importants au niveau de la production de richesse que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc ça, c'est les thèses que développe en particulier Davezy pour expliquer le rôle, le géographe Davezy, pour expliquer le rôle que jouent les dépenses publiques en France dans le fait que c'est grâce à ce haut niveau de dépenses publiques qu'on a un niveau de cohésion territoriale à peu près et des écarts de revenus moyens par habitant qui ne sont pas du tout ceux que je vous ai décrits en termes de PIB par habitant. Mais c'est aussi au cœur des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est vrai que ça consiste quand même à prélever une proportion significative des richesses sur les zones et les activités les plus productives pour permettre à des zones et à des territoires qui sont peu productifs du fait de cette histoire de centralisation très longue et de ces dégâts, de continuer à exister un minimum, et c'est un des problèmes centraux qu'on a aujourd'hui. Je souhaite bonne chance à ceux qui voudraient vraiment diminuer nettement le niveau des dépenses publiques en France, et qui m'explique comment on fait dans la Creuse, dans le Limousin, etc. Ça risque d'être très compliqué. Peut-être quelques mots pour conclure simplement sur les difficultés du modèle français tel que je peux les apprécier aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on voit bien les avantages du modèle allemand dans ses dimensions, en particulier économiques, redistributives, etc. Donc il y a des crises en Allemagne aussi, hein. Il y a les régions de la Ruhr, quand on produit essentiellement du charbon et de l'acier, ça va mal, et ça a été très difficile quand ces activités ont évolué, mais simplement le caractère très finalement homogène, parce que décentralisé du pays, fait que quand ça va mal dans une région, ça va bien dans beaucoup d'autres, et globalement les écarts se creusent pas trop. Le problème, si vous voulez, c'est quand on discute d'adopter ce modèle-là en France, le problème c'est évidemment que le niveau où ils en sont, enfin l'état où ils en sont est très dépendant de l'histoire qu'il y a eu. Bon, c'est sans doute beaucoup moins vrai pour la Bretagne que pour d'autres régions, mais si vous voulez, il ne suffirait pas de leur donner à la région du Limousin le même type de pouvoir que ceux qu'a un Land allemand en termes de... C'est un Land allemand, donc c'est le budget du Bade-Württemberg, donc c'est un des länders du sud de l'Allemagne qui produit beaucoup, qui est très productif. C'est 20 fois le budget de la région Aquitaine. Je ne vais pas regarder pour la région bretonne, mais ça doit être à peu près équivalent, je pense. Donc c'est des structures qui sont beaucoup plus puissantes au niveau budgétaire, en particulier, mais aussi au niveau des pouvoirs, parce que c'est pas comme en France, c'est pas... les lenders ont un pouvoir sur les communes et sur les niveaux qui sont inférieurs dans le cadre des lenders. Hein. C'est eux qui font la loi dans la région et qui l'imposent aux communes
communes, etc. Dans certains domaines, donc ils ont la charge. Donc la question de savoir si, en copiant le modèle institutionnel allemand, on n'aurait pas forcément, pour autant, notamment dans certaines régions, on n'aurait pas l'industrie allemande tout de suite derrière. Il y a derrière tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est le fait que c'est un pays densément peuplé où il y a partout toutes ces richesses humaines, financières, pour permettre de se développer. Il est clair que sur ce plan-là, par contre, la Bretagne, je pense, constitue un peu une des exceptions qu'il y a dans le pays, où malgré tout, en termes de densité, à la fois d'habitants, de capital humain, comme on dit, de manière très impropre, et de densité aussi d'entrepreneurs, d'entrepreneuriat, etc., on pourrait espérer des choses assez analogues en adoptant des structures assez proches. Alors là, ça m'a bluffé. Hein. 1 minute de moins que ce qui était prévu.